Alors sans plus attendre, je vais introduire le premier orateur, qui est Monsieur Leridan. Nous l'avons rencontré avec Monsieur Malengro il y a un petit peu plus d'un mois et nous avons été tous les deux impressionnés par sa maîtrise du sujet des voitures autonomes. Monsieur Leridan est directeur de cabinet adjoint du ministre Belot. Il est, comme moi et comme plusieurs d'entre nous, originaire de Hainaut, à part que lui, il vit toujours. Et il a fait ses études dans notre université, c'est-à-dire à la FUCAM à Mons, à la fois en sciences politiques et aussi en sciences de gestion. Alors, je lui ai demandé son CV complet et j'ai pu me rendre compte qu'il est champion de volleyball, ce qui est tout de même une très très grande qualité, et qu'il est aussi un maître de l'impro. Et on va le voir à l'œuvre pour l'instant. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction. Je dois tout d'abord excuser le ministre François Belot qui est à Ljubljana pour discuter des investissements européens en matière d'infrastructure. Et évidemment, c'est assez connecté avec le sujet d'aujourd'hui parce que qui parle de voitures autonomes parle évidemment de tout ce qui l'entoure, de son environnement. C'est un challenge pour moi de parler en 20 minutes à la fois de la vision de la mobilité du ministre et du sujet plus précis des voitures autonomes, mais l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que c'est important de lier les deux aspects. Alors je serai très bref sur la première partie parce que vous certainement vivez au jour le jour une certaine forme de mobilité et on pourra partager ensemble les constats, défis et projets. Ensuite, après avoir expliqué en 2 mots la vision à long terme et le plan d'action pour y arriver, je ferai le focus sur la voiture autonome et les défis qu'elle représente, notamment d'un point de vue politique. Et voilà, je conclurai peut-être avec quelques pistes sur le débat de ce jour. Alors, pour être très bref, le constat en matière de mobilité, il est assez facile de le résumer en une phrase. Nous souffrons en Belgique d'énormément de congestion routière. Cette congestion a un coût économique, a des impacts environnementaux et sanitaires. Encore plus de 600 tués sur nos routes par an en Belgique sont à dénombrer. Donc évidemment, il faut toujours mettre en perspective quand on a un accident qui arrive avec une voiture autonome quelque part aux États-Unis, avec le tribut de plus d'1 million de tués par an. Alors, les perspectives ne sont pas très très bonnes. Le bureau du plan nous dit que d'ici 2030, on risque de réduire encore de 24% la vitesse moyenne en heure de pointe et de 10% la vitesse moyenne en heure creuse. Donc la situation est pour le moment assez catastrophique. Et c'est pour ces 3 aspects, le potentiel en matière de mobilité, le potentiel en matière de conduite plus écologique et le potentiel en matière de sécurité routière, que nous croyons que la voiture autonome peut jouer un rôle. Alors, les objectifs de la politique de mobilité du ministre, c'est des objectifs ancrés dans le réel, c'est-à-dire comment diminuer la congestion routière. Pour y parvenir, travaillons sur un modal shift, du transfert de la route, ou plutôt de la voiture individuelle, à d'autres modes de transport. Et pour parvenir au modal shift, il y a à la fois la maîtrise de la demande et de l'offre, mais il y a aussi un mental shift à effectuer. Et ce mental shift n'est pas si anodin parce que c'est clairement un des plus grands défis de la voiture autonome et de son acceptation sociale par ses futurs usagers. Alors les principes, les grands principes, sans rentrer dans le détail, sont un petit peu basés sur deux mots faciles à comprendre. On a l'intermodalité des déplacements et la multimodalité qui sont 2 axes sur lesquels on travaille. Il est clair que ça nécessite de la concertation. La mobilité en Belgique est une matière très éclatée. Il y a 4 ministres de la mobilité, 1 au niveau fédéral, 3 au niveau régional. Il y a 4 ministres de l'environnement. Donc, évidemment, quand on parle de ces questions-là, il faut de la coordination. Et le ministre Belot, lui, est plutôt concentré sur les aspects ferroviaires. Mais on ne peut pas imaginer une politique ferroviaire sans First Mile, sans Last Mile pour vous amener sur le lieu de travail ou de loisirs.
Alors, la vision à long terme, elle est assez simple, résumée en une phrase, c'est qu'il nous faut une vision en Belgique à long terme, à 30 ans, durable, intermodale, multimodale, numérique, qui tient compte des systèmes de transport intelligents, collaborative, qui intègre les nouveaux acteurs de mobilité, en partant du ferroviaire comme axe structurant, parce que c'est une infrastructure qui est difficile à déplacer, qui est robuste, et on imagine un fleuve qu'on doit irriguer avec d'autres déplacements, en tout cas pour des distances plus ou moins longues. Alors, au sein du comité exécutif des ministres de la mobilité, les 4 se parlent, mais actuellement, on n'a pas de vision interfédérale de la mobilité. C'est assez évidemment compliqué dans un sens parce que qui dit véhicule autonome dit évidemment aussi une organisation en matière d'infrastructure. Est-ce que les technologies utilisées dans l'infrastructure flamande seront les mêmes que celles dans l'infrastructure bruxelloise, dans celle de Wallonie ? Évidemment, ces questions-là sont un peu très précises, alors que finalement, on en discute aujourd'hui à Ljubljana au niveau européen. Alors, la vision du futur, elle n'est pas que discutée en Belgique, bien évidemment. Je reprends ici un slide de Lucas Neckermann, qui travaille beaucoup sur la mobilité à Londres. Et en fait, c'est un slide qui résume assez bien la situation actuellement. En 2017, la plupart des gens possèdent leur véhicule et le conduisent eux-mêmes. Dans les années qui viennent, en ville, on va plutôt dire, ben voilà, le véhicule continue d'être conduit par un être humain, mais je souhaite le partager, car sharing, ou plutôt l'emprunter, un peu comme un Uber, Lyft, ou en tout cas les formes de taxi qui existent. En 2020, la question est de se dire, est-ce que je posséderai encore un véhicule, mais est-ce que je vais encore continuer à le conduire moi-même? Et ça, c'est toute la question de l'autonomisation. Et en fait, là où ça a le plus de sens, c'est vers un 2025, point d'interrogation. Peut-être que ce sera 2030, peut-être que ce sera 2050, ou peut-être que ce ne sera jamais le cas, mais on ira certainement vers un véhicule autonome et partagé. Et ces deux aspects de la mobilité sont évidemment intimement liés l'un à l'autre. La mobilité du futur qui soutient évidemment ce concept, c'est finalement le mobility as a service où on ne possède plus son véhicule mais on paie pour son utilisation et on peut imaginer bien sûr des forfaits comme des forfaits de téléphonie mobile qui vous donneront X kilomètres de train, X kilomètres de véhicules autonomes, X kilomètres de vélos partagés. Alors, le plan d'action à court terme, bah, évidemment, pour réussir le mental shift, il faut quand même qu'il y ait physiquement de l'offre. Donc, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des actions au niveau ferroviaire et vous avez certainement entendu parler du milliard qui a été réinvesti pour terminer enfin le RER. Mais enfin bon, le RER, ce n'est pas tout. C'est évidemment un autre défi maintenant d'intégrer les nouveaux acteurs privés de la mobilité et nos opérateurs publics, SNCB, Stip, de Lane, Tech, sont évidemment confrontés à ces nouveaux acteurs et il doit se reconfigurer des partenariats, ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'ordre un peu institutionnel. Alors, il y a aussi des nouvelles formes de travail, mais je ne rentre pas et je n'apprends rien en disant qu'évidemment, on travaille de moins en moins et on travaillera de moins en moins au bureau. Et donc, évidemment, ça implique aussi de nouvelles formes de non-mobilité, ce qui est finalement à intégrer malgré tout dans une chaîne où on va de A à B, mais peut-être que le B n'est plus le bureau à Bruxelles en heure de pointe, mais le tiers-lieu dans une gare de transit. Alors, parmi les outils de mobilité pour mettre en œuvre ce plan d'action, ici, j'ai indiqué quelques termes et que vous connaissez certainement, comme la politique open data, l'accessibilité des données numériques, le fait que les autorités locales aujourd'hui ont des plans de mobilité qui sont papier, et en même temps on utilise tous Waze pour se rendre de A à B. Et donc il y a en fait un décalage entre des données, par exemple, de type politique. J'ai une rue scolaire que je ne souhaite pas voir empruntée en heure de pointe. Et en fait, les grands producteurs d'applications n'ont pas accès à ces données et donc ne peuvent pas les intégrer. Et actuellement, je pense qu'on a tout à gagner, autorité publique, à jouer le jeu de la numérisation et de la digitalisation des politiques de mobilité. Évidemment, qui dit open data dit à un moment donné big data et d'autres choses. Je ne rentre pas dans le détail, mais on travaille évidemment à des aspects aussi purement fiscaux et sociaux qui accompagnent ces concepts, notamment mobility as a service, comme par exemple le budget mobilité.
Alors, parmi les outils de mobilité, il y en a évidemment à peu près 300 qu'on rassemble sous le vocable système de transport intelligent. Et là-dedans, on retrouve à la fois des panneaux dynamiques, les taxations kilométriques intelligentes, les super radars qui permettent de contrôler plusieurs bandes et plusieurs infractions en même temps, mais surtout de l'information en temps réel aux usagers. Et ces services-là, évidemment, accompagnent la voiture autonome de demain. On parle beaucoup de coopérative ITS, et je vous invite d'ailleurs un jour à discuter de ça avec les ministres régionaux qui travaillent aux infrastructures de demain et au corridor ITS qui utilisent une série de technologies pour voir demain des véhicules autonomes et connectés. Alors, le véhicule autonome en tant que tel, il y a un spectre qui est de non automatisé, qu'on a déjà dépassé, et totalement automatisé. Évidemment, entre les deux, la littérature, finalement, nous permet de distinguer 6 niveaux. 6 niveaux, d'ailleurs, qui sont mieux résumés ici. On est actuellement au niveau 1, c'est-à-dire qu'on a bien des assistants à la conduite pour freiner, accélérer, tourner à droite ou à gauche, mais on n'a pas encore beaucoup d'outils qui scrutent l'environnement. Et je pense qu'à partir du moment où le véhicule est en interaction avec son environnement, on peut vraiment commencer à parler de véhicules automatisés. C'est évidemment en test actuellement. Et puis, on parlera de véhicules totalement automatisés quand un véhicule pourra effectuer toutes les tâches de conduite en toutes circonstances sans que le conducteur ne doive jamais reprendre le volant. Ce tableau est intéressant aussi pour les juristes et futurs avocats parce que je pense que les responsabilités, finalement, en cas d'accident, elles seront un peu déterminées par le niveau d'autonomisation du véhicule. Dans le cas d'Uber, le passager conducteur pouvait reprendre les commandes. Il était en devoir de le faire. Dans un véhicule de niveau 5, il ne sera pas en devoir de le faire. Et donc, évidemment, on peut attaquer plus facilement un constructeur ou un passager conducteur dans certaines des situations. Alors, la politique belge, elle est résumée en un slide, c'est-à-dire qu'on souhaite actuellement être un laboratoire européen de test, parce qu'on est tous les pays finalement à cette phase-là, le test, on n'est pas encore à la commercialisation. Alors pour réaliser ces tests, on a modifié le code de la route, on a tout simplement prévu une dérogation générale à tous les articles du code de la route, qui implique la dérogation à l'article 8, qui dit « nous sommes obligés d'avoir un conducteur en capacité d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent ». Eh bien, ce conducteur, on pourrait imaginer de ne plus le voir au sein d'un véhicule pour un test sur la voie publique. Alors, pour accompagner ces tests, on a rédigé un code of practice qui a été co-rédigé avec les régions et validé au Conseil des ministres. Et en fait, on a directement, nous, donner la responsabilité en cas d'accident à l'organisateur de test. Et cet organisateur de test, non seulement doit réaliser une analyse de risque, mais doit prendre une assurance spécifique pour couvrir tous les risques potentiels qu'un test sur la voie publique peut finalement recouvrir. Alors, il reste évidemment beaucoup de travail pour passer du test à la voiture autonome commercialisée. Notamment, il faut moderniser, d'une part, la Convention de Vienne, qui est le code de la route mondiale, et puis évidemment, il faut sécuriser les systèmes embarqués, perfectionner la technologie, sanctionner les formes de piratage, encore un petit peu travailler sur la protection des données privées, que c'est toutes les datas qui vont être générées par ces véhicules. Et donc finalement, quand on regarde un peu une ligne du temps, on est certainement en 2018 au niveau 1, on commence à tester les niveaux 2, 3, 4, 5, mais pour avoir une véritable autonomisation, on pense très clairement à 2030. Et encore, on pense plutôt à un phénomène sur autoroute et dans les villes. Et il n'y a pas encore beaucoup d'études sur l'aspect rural et le fait que les véhicules autonomes puissent rouler sur des routes qui sont peu adaptées parce que les infrastructures, évidemment, ne sont pas elles-mêmes modernisées. Alors simplement, un petit peu de popote, c'est que la Belgique a beau y réfléchir, c'est essentiellement au niveau européen qu'on en discute, parce qu'à un moment donné, il faut que ces véhicules puissent traverser les frontières, ça paraît assez évident, et pas que la Belgique, comme vous le signaliez en introduction, tout le monde en parle au niveau mondial. Et donc au niveau des Nations Unies, il y a vraiment 2 groupes de travail, des working parties qui sont en train de travailler. Il y a le WP1 qui travaille sur le code de la route mondiale, et puis il y a surtout,
et c'est un frein encore actuellement, un groupe qui travaille sur les aspects techniques. Et il faut savoir qu'il y a des groupes qui travaillent encore sur les fonctions du volant, comment faire en sorte qu'on puisse reprendre les commandes d'un véhicule automatisé, et puis il y en a un autre qui travaille sur un véhicule qui n'a pas de volant. Et ces travaux qui sont en parallèle, finalement, retardent l'adoption finalement de normes de produits qui nous diraient, voilà, un véhicule autonome pour être commercialisé et homologué, il doit répondre à telle et telle spécificité technique. On n'en est pas encore là, mais sachez que c'est en cours de travail. Alors, je conclus, j'espère que je suis bien dans le timing, je conclus sur les nombreux défis et les questions à résoudre. Alors, au niveau mondial, très clairement, on est sur 3 types de défis. Les défis qui ont trait aux véhicules eux-mêmes. Aujourd'hui, on dit souvent dans les colloques et réunions auxquels je participe que les véhicules sont prêts à 95%, mais que les 5 derniers pourcents qui permettront de faire confiance à la machine, aussi en tant qu'homme politique, de dire je prends la responsabilité de mettre ces véhicules, d'autoriser ces véhicules sur la route, ces 5 derniers pourcents sont extrêmement difficiles à atteindre. Alors, il y a évidemment des défis en termes de système et de services. Évidemment, il faut tenir compte du facteur humain, du fait qu'on va faire cohabiter des véhicules peut-être guidés par une intelligence artificielle avec des piétons et des cyclistes qui ont une intelligence tout à fait concrète. Et donc, il faut gérer un peu ce facteur humain, la connectivité, l'utilisation des datas. Et alors, le plus grand défi, et ce n'est pas pour rien que le cercle est le plus grand, c'est quand même l'acceptation du public. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui refusent de rentrer dans un train parce qu'ils estiment que c'est pas confortable, ça va pas assez vite, il est tout le temps en retard. Et il faut vous imaginer que la démarche, elle est encore un petit peu plus grande quand il faut rentrer dans un taxi robot qui vient vous chercher devant votre domicile. Il faut évidemment aussi penser que ça se fera certainement à l'échelle d'une génération. Voilà. Alors, pour les défis belges, il y a un défi supplémentaire, c'est la coordination avec les autorités, entre autorités publiques et entre opérateurs publics. Évidemment, la voiture connectée, pour nous, d'un point de vue de vision de la mobilité, ça n'a de sens que connectée dans un environnement entre différents modes de transport. Alors, il faut réussir la concertation avec le secteur privé. Quand on voit Google faire des véhicules autonomes ou Amazon être le roi du cloud et du big data, évidemment, il faut pouvoir discuter avec ces grands groupes internationaux et aussi avoir la confiance de confier certaines données de type stratégique à ce type d'entreprise privée. Et puis, comme je le disais, il faut aussi convaincre les citoyens des potentielles innovations. Alors, il y a un autre aspect politique, et je conclurai là-dessus, c'est vraiment les questions de responsabilité. Vous les traiterez et vous y répondrez beaucoup mieux que moi. Mais il y a quand même l'aspect social du fait que 47% environ des métiers actuels risquent de disparaître d'ici 30 à 40 ans, notamment du fait de l'intelligence artificielle. Et donc, que ferons-nous des chauffeurs, On voit que l'arrivée d'Uber face au taxi, c'est pas si simple que ça. Que ferons-nous des assureurs et des carrossiers qui n'auront plus d'accidents à gérer? Que ferons-nous de la manne financière, finalement, des infractions routières qui n'auront plus lieu d'être? Il y a évidemment toutes ces questions-là, et je dirais simplement pour conclure que cette course au progrès technologique ne doit pas se faire sans un bon projet de société, et c'est ce à quoi nous travaillons au jour le jour. Voilà, merci.